Ah, l'économie va s'effondrer, on va avoir la plus grosse crise mondiale jamais connue, à part les grandes guerres mondiales. On risque d'avoir une faillite des États, une faillite des banques. Ok, stop, on s'arrête. Et si, avant de paniquer, on commençait à essayer de comprendre le système? Je vais essayer de partager un petit peu ce que je connais, ce que j'ai compris du système financier et d'expliquer un petit peu avec mes propres outils. J'essaie de te partager comment fonctionne le système financier. Alors attention, moi je ne suis pas un financier, un banquier, un expert, analyste, etc. Donc je vais t'expliquer avec ce que moi j'ai compris et surtout je vais essayer de rendre ça un peu pédagogique comme je fais d'habitude. Alors pour moi, je vais comparer la Belgique par exemple à un arbre. Alors pourquoi un arbre? Simplement parce que l'arbre, il grandit donc sur une terre dans laquelle il y a des racines qui le nourrissent, qui permettent de grandir et il crée des fruits. Donc il va créer différentes, sur le cas ici de l'image, il va créer différentes pommes qui va permettre d'alimenter des animaux, différents systèmes qui existeront donc dans l'écosystème de la nature pour pouvoir alimenter les animaux, pour pouvoir également alimenter le sol qui est autour de lui et pouvoir faire vivre tout l'écosystème. Les animaux, c'est un peu comme si c'était nous en fait pour l'État. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, on vit grâce aux services et grâce aux fruits de l'État, c'est-à-dire à ce que l'État produit pour nous, que ce soit une sécurité sociale, que ce soit des services de sécurité de la population, par exemple d'urgence comme les hôpitaux, les pompiers, des services aussi de gestion de l'État et de la vie ensemble, tout ce qui est administration, etc. Donc le pays, il nous permet de vivre au quotidien. Et ça, ce sont en fait grâce aux fruits que le pays crée pour nous. Et les différentes racines en fait qui permettent d'alimenter le pays, c'est évidemment les recettes du pays, donc les valeurs que les différentes personnes qui vivent dedans créent et renvoient au pays, mais également c'est énormément la possibilité de crédit du pays. Tu sais, un arbre quand il grandit, au départ il ne crée aucun fruit. Et il grandit, il ne prend que les ressources qu'il a dans le sol grâce à ses racines. Donc il prend de l'eau, il prend toutes les vitamines, etc. Il y va et il grandit de plus en plus sans rien créer. Et là, c'est un peu comme si on disait que l'État, il se développe à crédit. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que de prendre des ressources pour grandir, pour, se mettre en place, pour se développer, mais à aucun moment il crée de la valeur qui retourne dans le sol. Alors qu'évidemment, à un moment donné, un grand arbre dans la nature, il crée énormément de choses qui retournent dans le système. D'accord? Donc là, le petit arbre, au moment où il grandit, il vit à crédit. Et un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il rende cet argent-là pour se développer. Les États, c'est exactement pareil. D'accord? Il faut bien se dire qu'un État avec zéro crédit, c'est un État qui est extrêmement peu développé, dans lequel il se passe peu de choses, d'accord? Il peut y avoir des pays dans lesquels ils ont très peu d'endettement, mais on va voir que le niveau de vie des gens qui habitent dedans et les infrastructures mises en place et les services que l'État partage, franchement, c'est pas du même niveau que les pays développés. Même si, voilà, les pays développés, il y a beaucoup plus de dettes. C'est normal, la dette fait partie du système de développement, ou en tout cas, permet de booster beaucoup plus fort l'évolution. Et en soi, le crédit n'est pas quelque chose de spécifiquement mauvais tant qu'on l'utilise de la bonne manière. Okay? C'est un peu comme toi, si tu as désiré t'acheter une maison, forcément si tu n'avais pas pu faire un crédit pour acheter ta maison, tu devrais peut-être avoir 50 ans ou 45 ans, donc économiser pendant plus de 20 ans pour pouvoir réussir à acheter ta maison. Sauf que la maison, tu en as besoin évidemment bien avant, et le fait d'avoir pu faire le crédit va normalement te permettre après un certain temps de ne plus devoir payer le remboursement de ton logement parce qu'il sera à toi et il aura été payé. L'État, c'est la même chose, il va utiliser l'effet de levier du crédit pour pouvoir se développer et pour pouvoir normalement créer plus
de ressources que ce qu'il en emprunte. Une fois qu'il s'est développé, il a utilisé tous ces crédits-là pour pouvoir utiliser donc faire fonctionner différents systèmes, pension, chômage, services de secours. Tous ces systèmes-là vont renvoyer de la valeur dans le sol et à l'État. Donc nous, par exemple, prenons l'exemple de l'arbre ici. Les animaux qui vont manger les pommes, ils vont aller déféquer et donc forcément ça va créer de l'engrais pour le sol qui va aider de nouveau à ce que les racines aient recherché les vitamines créées grâce à l'engrais des animaux, de pouvoir donc renvoyer de nouveau du capital dans le pays pour que le pays continue de se développer. Donc c'est une boucle qui se crée, et cette boucle là, tant que il n'y a pas une trop grosse disproportion entre ce que l'arbre a besoin pour se développer et ce qu'il renvoie au sol, c'est plutôt une boucle qui permet donc de faire évoluer tout et dont tout le monde est content. Alors le problème, c'est que, vois-tu, là maintenant on arrive dans une crise. Alors ok, le coronavirus est le déclencheur. Est-ce que c'était... Il y a beaucoup de personnes qui disent que la crise de toute façon allait arriver, qu'on était un peu en somnolence, qu'elle était en somnolence là et qu'il fallait un déclencheur. Forcément, ça n'a pas été un petit déclencheur. Le coronavirus est un énorme truc, donc ça se rajoute en plus avec sur certaines faiblesses financières qu'il y avait au niveau de, que ce soit de la gestion de la dette en Belgique ou dans d'autres pays européens, même dans le monde. Donc ça ne va pas du tout aider, donc ça va amplifier très fort ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe à cause du coronavirus aujourd'hui? On a tous les systèmes, donc tous les engrenages que je montre ici un petit peu sur la dia. Les engrenages en fait commencent à caler un peu. Ils ont un peu du mal à tourner. On a un peu du mal à fournir, le pays a un peu du mal à fournir les différents services dont il a besoin pour fonctionner. Surtout les animaux ont du mal à aller chercher donc les pommes pour vivre, etc. Et surtout, et c'est surtout ça le problème, c'est un problème d'offre et de demande. Ça veut dire que tous les intervenants, tous ceux qui vivent grâce à l'arbre, il faut savoir qu'il y a énormément d'interactions entre eux. Donc chaque animal, forcément, dans l'écosystème, des fois il y a un animal qui mange un autre, des fois un animal, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mange les feuilles, ou alors il vit grâce à la pension, donc à l'engrenage que l'arbre tourne, etc. Donc en fait, tous les éléments du système, même s'ils dépendent en dessous sur le socle de l'arbre, sont reliés entre eux. Et à cause du coronavirus, comme on est tous séparés les uns des autres dans les maisons, en fait, ça coupe très clairement les interactions et la possibilité à chaque élément de pouvoir interagir et donc de pouvoir dépenser de l'argent, acheter, créer de la valeur et faire tourner le pays. Pour empêcher que tous ces systèmes-là se crachent et que tout tombe en même temps et que les engrenages se calent complètement et donc que le pays tombe un peu en miettes, hein, tu vois, qu'on arrête de pouvoir être fourni dans les magasins, d'empêcher que pouvoir réussir à pouvoir toujours, par exemple, servir d'urgence pour les ambulances, les hôpitaux, les pompiers, etc. Et empêcher évidemment aussi que les animaux, donc c'est nous les animaux, qu'on meurt de faim, l'État va envoyer énormément d'argent dans tous les sens pour essayer de supporter le problème du coronavirus au sein du système. Donc c'est ce que j'essaie de montrer. Donc il envoie plein de pommes, l'arbre il produit des pommes. Forcément, pour produire des pommes, il est en train de s'endetter parce que le système ne tourne plus, donc il y a beaucoup moins de rentrées. Donc il s'endette à fond au niveau des racines pour réussir à compenser ce problème-là en espérant que le coronavirus évidemment s'arrête rapidement pour que tout redémarre et ça recrée de la valeur. Évidemment, l'argent qui n'a pas été créé durant cette période de confinement ne le sera jamais. Donc ça se rajoute par rapport à la dette que le pays avait déjà précédemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que les choses vont redémarrer, qu'il n'y aura plus de coronavirus? Ce qui va se passer, c'est que l'État va couper les robinets à fond. Là, pour l'instant, tu sais, ils envoient de l'argent dans tous les sens pour essayer de supporter le système. Mais une fois que le système va redémarrer, qu'est-ce qui va se passer?
l'État va arrêter. Il va dire wow, 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 nous en fait on vient de s'endetter très fort là, on n'a plus d'argent. Et vous redémarrez, mais alors il faut bien que vous produisiez beaucoup plus d'engrais, produisiez beaucoup plus d'argent pour pouvoir aller rembourser en fait les dettes et les intérêts de l'argent que l'on vient d'emprunter pour essayer de sauver le système, pour ne pas que tout s'écroule d'un coup. Ok, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des systèmes dans tous les sens pour pouvoir ou nous taxer plus, ou voilà, récupérer de l'argent dormant sur les comptes, ou enfin, peu importe. Ce qui va être sûr et certain, c'est que l'avenir financier des pays dans lesquels il y avait déjà énormément de dettes, comme la Belgique, va être très très fortement impacté. Surtout qu'en plus de ça, on va demander aux personnes de pouvoir donc générer le plus d'argent possible pour pouvoir supporter l'État, pour éviter que forcément l'État fasse faillite, pour que l'État puisse continuer à payer ses dettes. Mais en même temps, à cause de l'impact économique qu'il y a eu avec le coronavirus, il va y avoir moins d'acteurs sur le marché, il va y avoir certaines faillites, certaines personnes qui vont être au chômage, etc. Donc ça va être, en plus de demander un effort financier, ça va être d'autant plus difficile parce que forcément il va y avoir moins d'acteurs, il y aura des animaux qui seront morts dans cette crise-là, et pour pouvoir donc relancer la machine. Ok, donc là forcément ça risque de mettre la population sous pression parce que les gens vont pas être d'accord, ça va être extrêmement compliqué. Donc en plus d'avoir un système financier instable et très difficile à gérer, hein, moi je voudrais pas être dans la politique, ça va créer également une crise politique. Tout simplement, on n'aime déjà pas trop les politiciens, il y a déjà des problèmes en politique en Belgique de base, mais alors si on regarde ce problème-là d'un peu plus près, qu'on voit que on va, je veux dire, amplifier les problèmes financiers de la Belgique, et que en plus des problèmes communautaires que l'on a, on risque très clairement d'avoir des difficultés pour créer quelqu'un ou trouver un gouvernement qui va diriger correctement notre pays sans que tout le monde soit divisé, d'accord? Donc il faut faire très attention. Donc ça c'est un scénario qui risque de se passer, et donc on va partir vers des moments difficiles. Et si l'État fait faillite par exemple, alors ça évidemment je suis pas un expert donc je peux pas dire les répercussions que ça peut avoir, ça peut être forcément énorme, tu t'en doutes bien. Mais pourquoi est-ce que je montre ça? C'est tout simplement parce que je dis bon, en fait les crédits, l'État pourrait arrêter de payer les crédits en fait. Il pourrait se dire ok, on a emprunté mais bon c'était pour la bonne cause, c'était pour le coronavirus. À un moment donné on arrête de payer les crédits, et puis tant pis, c'était que des riches par exemple qui ont investi, et les riches vont perdre leur argent, mais les pauvres vont continuer à faire fonctionner le système. Et comme on sait qu'une grosse partie de la population, c'est quand même les personnes, la classe moyenne et les pauvres qui permettent de faire tourner l'économie dans un pays, on se dit c'est pas grave, ça va retourner. Sauf qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que à qui appartient le crédit qui a permis à l'arbre du pays de pouvoir grandir? En fait, ces crédits-là, c'est de l'argent qui nous appartient aussi. Quand je dis qu'il nous appartient, c'est de l'argent qui appartient en fait à monsieur et madame tout le monde qui travaille. C'est des fonds de pension complémentaires, donc les gens qui plaçaient de l'argent pour leur pension plus tard, qui vont perdre ça. Mais il faut savoir que vu vers où on va financièrement, les gens, c'est pas sûr qu'on aurait une pension légale. Moi j'ai 31 ans, je suis pas sûr que j'aurai une pension légale à ma pension, enfin si un jour il y a encore une pension. Donc voilà, il y a tout ce qui est les épargnes des gens qui investissent également, pas spécialement pour des fonds de pension, mais pour essayer de gagner de l'argent, etc., pour avoir un rendement sur l'argent, parce qu'aujourd'hui on a très peu de rendement sur l'argent. Et il y a les banques et les assurances, qui investissent de l'argent dans les pays, et par exemple des investisseurs étrangers également. Alors on pourrait dire, moi les investisseurs étrangers, limite c'est pas encore trop grave, c'est pas encore ce qui pourrait le plus nous faire peur en Belgique, mais les fonds de pension et les épargnes, ok, limite c'est...
voilà, les gens ils vont perdre ça, on va sacrifier un peu de l'argent futur, mais pour essayer de conserver un pays qui tournerait à l'heure actuelle. Par contre, là où ça pourrait poser un très gros problème, c'est pour les banques et les assurances. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, même en 2008, les États ont essayé de sauvegarder les banques. Pourquoi? Parce que les banques, ce n'est pas spécialement que de l'épargne, c'est-à-dire spécialement que de l'argent dont on n'a pas besoin. Tout l'argent qui se trouve donc dans les banques et les assurances, c'est de l'argent qui couvre le fonctionnement, le fonctionnement courant du pays. C'est de l'argent qu'on achète, qu'on dépense pour acheter son pain. C'est de l'argent d'une petite PME dont la PME a besoin pour payer son personnel, pour investir, pour faire grossir son business, payer les différentes taxes, etc. Et donc là, on touche vraiment en fait aux finances, à la liquidité en fait, permettant au pays de tourner. Et donc si le pays arrête de rembourser ses dettes et que les banques sont un peu trop touché par rapport à ça et qu'il y a des banques qui font faillite. Il faut savoir qu'en plus toutes les banques sont liées les unes entre les autres, elles font des prêts entre elles, elles s'assurent entre elles, etc. On risque d'avoir un choc financier de malade qui risque très clairement d'influencer également la liquidité, l'argent qui fluctue dans le pays. Et donc ça, forcément, la population ne serait pas contente non plus. Donc dans les deux cas, on risque d'aller vers quelque chose qui sera très difficile, d'accord, et on n'aura pas d'autre solution que de passer par des moments difficiles. C'est impossible que l'État trouve une solution facile pour que voilà, la croissance reprenne, pour que l'argent soit 100% garanti, pour qu'on voilà, c'est les belles années, je vais dire, si on veut récupérer rapidement des belles années, on est obligé de passer rapidement, mais là maintenant directement après, par des années extrêmement difficiles. Et plus on passera par ces années difficiles là rapidement, plus on pourra repartir vers une croissance. Après, évidemment, les impacts de cette crise économique va être différent d'un pays à l'autre, suivant les dettes qu'ils ont, suivant l'impact du coronavirus, suivant les marchés. C'est impossible pour moi de prédire ça, d'accord? Et en soi, ces moments difficiles-là ne signifient pas, spécialement surtout si toi tu regardes cette vidéo et que tu me suis, ça signifie pas spécialement pauvreté ou la fin du monde, quoi. Entre parenthèses, la fin de ton monde, tout va se cracher, tu vois, tu vas mourir, tu ne sauras plus payer ta maison, etc. Pas spécialement. Il faut savoir que dans une crise, ce qui se passe, c'est que les acteurs du marché vont être affaiblis. Alors, les acteurs du marché vont être affaiblis, ça veut dire risque de chômage forcément, mais ça veut dire aussi nouvelles opportunités pour de nouveaux acteurs de se créer. Ça veut dire que c'est dans des moments de crise comme ça que des nouvelles startups, des nouvelles entreprises, même des petits business, que ce soit sur Internet, que ce soit toi, moi, n'importe qui, peut faire son petit trou et réussir à évoluer, à s'adapter, parce qu'on va rentrer dans un nouveau monde dans lequel les besoins seront un peu différents. Les gens vont peut-être vouloir plus de sécurité. Les gens vont commencer à penser différemment. Déjà aujourd'hui, tu le vois, c'est la panique pour beaucoup de monde. Il y a des produits, par exemple, à l'achat qui ne se vendaient pas avant, et aujourd'hui les gens en période de crise, ils achètent ça, d'accord? Et donc les mentalités vont légèrement changer, et pour l'investissement des grosses entreprises également, à cause de la mondialisation, le fait que ça soit touché par la Chine, il y a eu beaucoup de chaînes d'approvisionnement qui ont été bloquées, donc ils risquent d'avoir aussi une remise en question légère, en tout cas, de la chaîne d'approvisionnement. Et donc on est dans un monde de changement, et plus tu vas savoir t'adapter rapidement, voir les opportunités, passer à l'action et réussir à essayer de protéger au maximum le capital, les choses pour lesquelles tu t'es battu toute ta vie, et plus tu pourras donc protéger ton avenir et réussir à évoluer. Bien sûr, pour la moyenne des gens, ce sera compliqué, mais pour une petite partie, ça c'est vraiment signe d'opportunité. Alors ça tombe bien parce que c'est une petite vidéo ici explicative
de l'impact un petit peu du coronavirus sur le système financier actuel. Et moi, j'en ai parlé un petit peu aux personnes qui me suivent, tu sais, sur mes emails privés. Et j'ai décidé de faire une petite formation pour expliquer comment moi, je vais protéger mon capital d'une certaine manière. Quelles sont les choses que tu pourrais faire toi également pour sécuriser un petit peu l'impact de la crise qui va arriver sur ta vie. Et cette formation-là sera gratuite. Elle n'est pas encore réalisée. Je vais ici créer les vidéos bientôt. Et cette formation-là sera donc partagée aux personnes qui sont inscrites aux mes emails privés. Donc si tu veux suivre ça et ne pas louper cette opportunité-là, parce que je la lancerai sûrement gratuitement, mais pendant une période ici durant la crise. D'accord, il suffit que tu regardes en dessous de la vidéo, tu vas trouver un lien, c'est sur moindépendant.com/formation, tu t'inscris et on se retrouve donc très bientôt dans les emails pour que tu puisses recevoir cette formation-là et pour que je puisse réussir également à t'aider dans cette crise qui arrive. Allez, sois fort, à très bientôt, ciao ciao.